Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs, c'est Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale, c'est la vidéo du livre. C'est la vidéo du livre, les gars. Je suis avec Tequila Tex et Uncle Texaco, ils vont se présenter tout de suite. Donc aujourd'hui on est là pour parler de ça, et mes deux amis qui sont avec moi, ils ont participé au bouquin. Je vais vous laisser vous introduire, vos intros. Dictionnaire. T'es qui? Alors moi je suis Tequila Tex, DJ, sapeur, spécialisé dans l'outerwear. J'ai eu plusieurs vies et plusieurs carrières qui sont derrière moi, mais qui sont dans mon cœur. Mais t'en parles plus de ça. Bah c'est pas que j'en parle plus, moi j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait TTC. TTC, voilà. Les gens le savent. Non, pas la peine d'appeler, je ne réponds pas au téléphone. Mais aujourd'hui, ouais, DJ depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, et amateur de fringues liées au sport d'extérieur et amateur de culture liée à ce qu'on appelle le mountaineering. Je vous mets leur Insta dans la description. Texaco, présente-toi, la légende. Moi, je suis DJ aussi, à mes heures perdues. Et sinon, je suis consultant en marketing pour des marques. Je suis gros collectionneur de baskets et de Ralph Lauren. Et j'ai vécu le début du hip-hop en France. C'est pour ça que dans le bouquin, c'est moi qui parle un peu des débuts. Là, ils sont très humbles. Hein. C'est quand même des gens qui ont fait pas mal de choses. Et c'est pas pour rien que je les ai appelés pour le livre. Je voudrais aussi souligner qu'on est chez Anthony Alvarez, chez Blue Marble, qui nous a prêté son showroom. Merci Anthony. Hein. Donc voilà, Blue Marble, je pense que vous connaissez. Si vous connaissez pas, on en parle dans le bouquin. Pour parler du livre concrètement, C'est ton deuxième. c'est mon deuxième. Voilà. Le premier, c'était sur les sneakers. Et celui-là, il vient un peu compléter le truc parce que c'est sur la SAP, c'est sur l'histoire de la mode urbaine du début des années 80 à nos jours, et ça s'appelle Street Style. Pour l'instant, c'est disponible en prévente, vous avez le lien dans la description. Ça sort mercredi 10 novembre. Et donc, pourquoi mes amis ils sont là, Teki et Texaco? C'est parce que, comme pour le premier bouquin, je suis pas quelqu'un qui veut m'approprier les choses, j'ai mes connaissances, et j'aime que ce soit les gens qui ont leurs connaissances, qui parlent de tel ou tel sujet. Et ils sont quand même bien experts dans ce qu'ils font. Texaco est intervenu sur la partie Low Life, Ralph Lauren, et je vais le laisser développer après. Et la partie France années 80 jusqu'à 95 à peu près. Et après, j'ai repris la suite par rapport à la génération. Et Tequila Tex, il est intervenu sur le outerwear et sur la partie Japon avec une interview de Tiffany Godoy qui parle du quartier Harajuku et tout ça. Qui parle de l'influence de Harajuku sur la mode Voilà. d'aujourd'hui et sur les liens entre le streetwear et la mode de designer. C'est un livre qui parle de toute l'histoire, donc on est parti de la base, au moins la base de la mode urbaine vraiment, parce que bon, ça a toujours un peu existé, mais la mode urbaine telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'était New York, début années 80, après la funk, des choses comme ça, et donc le style b-boy, on est parti de là, style East Coast, West Coast, je pense que ça va parler à beaucoup de nostalgiques, vous allez retrouver toutes les marques hip-hop des années 90, 2000 et tout ça. D'abord, avant ça, il y a la partie France 80, 95, et la partie aussi Low Life qui est aussi dans la partie New York du début. Ouais. B-Boy, tu vois. Comment tu pourrais nous dire rapidement le mouvement Low Life, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est Alors, le Low Life, c'est un mouvement qui vient de Brooklyn, Ouais. à New York. Là-bas, c'était des très jeunes gars de 16-17 ans qui allaient dans les magasins type donc Macy's, Bloomingdale, donc Samaritaine, Galeries Lafayette en France, et qui volaient tous les stands Ralph Lauren. Ouais. Et donc c'était les premiers gars dans les quartiers à être habillés en Ralph Lauren de la tête aux pieds avec des couleurs éclatantes. Et en fait ils ont influencé le hip-hop new-yorkais et en parallèle le hip-hop en général dans le monde. Et ils ont démocratisé cette marque-là dans la rue. Low Life, ça vient de polo. Voilà. Low, c'est l'argot new-yorkais pour dire polo. C'est un jeu de mots parce que low life ça veut dire vaurien à la base. Low, L-O-W, Low Life. Ça, toutes ces infos-là, c'est dans le bouquin avec beaucoup d'autres, bien sûr, informations. On ne rentre pas dans le gros du sujet, mais c'est vraiment intéressant à lire. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a la série là, de 50 qui est sortie il y a pas où il y a longtemps. des low life dedans. The Raising Kanan. Voilà, Raising Kanan. Et Juke, Voilà. la cousine de Kenan, est une low life. Voilà. Et on voit vraiment justement ce qu'on raconte dans le livre. Voilà. Vous pouvez le voir en image dans la série Voilà. de 50. Je précise qu'on a commencé le projet avant la série, pour te dire, et que aussi il y a beaucoup de low life en France, dont Tex et d'autres participent à des événements, font des photos, etc. Pareil pour le outerwear. Et après, tu es intervenu sur la partie France, de 80, jusqu'à l'arrivée des marques françaises, etc. Voilà. Parce que c'est vraiment une autre génération. Avant, pendant les années 80, comme tu expliques dans le livre,
n'y avait pas vraiment de streetwear, quoi. Il n'y avait pas de streetwear, et en plus, on n'avait pas d'informations, parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Ouais. Il n'y avait pas de magazine, il n'y avait bien entendu pas Internet. Donc en fait, il y a des styles qui se sont développés de nulle part en fait. Parce que tu n'étais pas influencé par les Américains ou les Anglais. Tu faisais avec ce que tu trouvais à ta sauce. On a commencé à être influencé avec l'arrivée de HIP, HOP, etc. On a vu comment les Américains s'habillaient, on a essayé de copier plus ou moins, mais encore une fois avec des marques qui n'étaient pas forcément disponibles ici, et on explique dans le bouquin comment on faisait pour aller chercher les marques, trouver les pièces. HIP, HOP, c'était l'émission de télévision sur Sydney, TF1. la première émission qui parle de hip-hop dans le monde, faut quand même le dire, en France, en 83. Il y a DST, le scratcher fou, c'est lui le créateur du scratch. Et ce que j'explique aussi dans le bouquin, je trouve que c'est important de dire, parce qu'on a toujours tendance à dire que la France a toujours un train de retard, parce qu'on parle en musique, on parle aussi pour la SAP, je trouve que c'est pas vrai du tout. Pareil pour la musique, je trouve qu'on a toujours été en même temps, en final, sur les influences, parce qu'on est très connecté avec les États-Unis, mine de rien, tu vois, depuis même les années 80 et tout ça. Après ta partie, il y a la partie tout ce qui est East Coast, West Coast, donc les styles un peu... Il y a plein d'anecdotes intéressantes. À un moment, je parle de l'histoire du bandana, Motif Paisley, voilà, où on remonte vraiment dans des histoires, voilà. Enfin, il y a plein de petites anecdotes intéressantes. Les années 90 qui sont quand même l'essor de ce qu'on va appeler vraiment streetwear, au moment où le streetwear a commencé à être conscient de ce qu'il était. Dans les années 80, le mot streetwear n'existait même pas. Parce qu'on récupérait des vêtements qui étaient destinés à d'autres fonctions et on en faisait un truc de la rue. Et dans les années 90, c'est là que les mecs sont arrivés, ils se sont dit mais putain, il n'y a pas de marque en triple XL, il n'y a pas de marque en... Ben venez, on le fait, tu vois. Donc c'est là que c'est parti, toutes ces grosses marques hip-hop. Et je pense que ça a beaucoup parlé aux nostalgiques, surtout de ma génération. Il y a une partie skateboard, il y a des parties à thème, il y a une partie frip, il y a une partie accessoires avec les lunettes, une interview de Funky Kalou. Il y a beaucoup d'interviews comme dans le premier bouquin. Hein. Et donc pour les thèmes, il y a aussi bien sûr une partie outerwear. Teki qui a géré cette partie. Moi je suis un amateur, j'aime ça, mais voilà, je connais les grandes lignes quoi. Teki connaît mieux. L'outerwear c'est un terme un peu vague, puisqu'au final tous les vêtements sont faits pour aller dehors. Alors outerwear ça veut dire des vêtements pour aller dehors. C'est vrai. Donc tous les vêtements sont faits pour aller dehors. Ouais. Moi je vais m'intéresser dans mon chapitre aux vêtements qui sont surtout des vêtements fonctionnels, qui sont créés à la base pour une utilisation dans des sports d'extérieur de type randonnée, de type ski, de type montagne, de type camping. Et pourquoi est-ce que ces vêtements de marques comme The North Face ou de lignes comme Nike, ACG, des marques comme Patagonia, Arc'teryx, tout ça, pourquoi ces vêtements-là se sont retrouvés à habiller les rappeurs, habiller les graffiti artistes à New York, qui ont popularisé ce truc, et aujourd'hui tu te balades dans la rue et tu vois des gens qui font pas forcément de l'alpinisme mais qui ont une doudoune North Face, et c'est rentré dans le grand melting pot du streetwear, mais à la base ce sont des vêtements techniques. Et tout ça, ça englobe aussi le techwear, et des marques un peu plus pointues comme Acronym, etc., qui elles sont vraiment se sont inspirées de ces marques fonctionnelles de sport d'extérieur pour créer un truc urbain rempli de détails techniques qui vont faciliter la vie de tous les jours. Une poche pour le téléphone, une poche pour ceci, la veste se transforme pour pouvoir s'adapter à tout, résistant à l'eau, en même temps respirant, tout un délire de spécificité des matériaux. On adore le Gore-Tex dans le techwear, on adore que les vêtements aillent un petit peu plus loin que juste pour faire joli. Puis c'est aussi esthétique maintenant, parce que quand tu parles de Acronym, c'est aussi lié la outerwear, le techwear à la mode, parce que c'est stylé aussi, tu vois. Je pense que dans le livre on décortique, on se pose la question, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Que juste montrer les pièces, on explique les histoires derrière, pourquoi ça a été pris, pourquoi ça a été repris, quel usage avait à la base et pourquoi ça a été repris par la rue. Exactement. Pourquoi est-ce que ce truc-là est devenu un classique? Pourquoi est-ce que un gars comme Raekwon a porté la veste Snow Beach dans le clip de Can It Be Also Simple? Et ça s'est retrouvé à démocratiser Ralph Lauren et à faire rentrer comme une partie de la panoplie hip-hop en fait. Pourquoi est-ce qu'on est obsédé par ces trucs-là? Moi je sais que
je sais que je kiffe l'outerwear parce que quand j'étais gamin, j'adorais les G.I. Joe et les figurines et les trucs comme ça. Et ça me fait un petit peu penser à ça. J'ai l'impression de me saper comme un super-héros quand je me fringue avec du ACG ou avec du North Face. Et quand j'assemble un petit peu ces trucs-là, j'ai l'impression d'assembler des espèces de puzzles. Et aussi tout l'aspect layering qui est vraiment cool. On met des couches, on enlève des couches, on fait des sandwichs de couches de vêtements. C'est vraiment un retour aux sources. On a fait un fil conducteur de toute la mode urbaine. Et donc ça s'arrête pas là, parce que ça, c'est toute une époque, toute une génération. Mais il y a aussi la mode urbaine qui a évolué, qui a changé avec les réseaux sociaux, où maintenant la mode et le luxe se confondent. Une partie skateboard, où je fais une interview d'ailleurs, un petit SO à Yann Guérin, un skater professionnel qui était mon voisin à l'époque, qui est chez Nike SB, qui est en interview dans le bouquin. Il y a une interview de Belief NYC, de mes amis du Queens et de Brooklyn, qui ont leur skate shop là-bas, et bien sûr on parle de Supreme. Après Supreme, forcément ça fait la bascule sur Louis Vuitton et toute j'aime pas ce mot, mais la hype actuelle, les tendances actuelles, et il y a une grosse partie aussi mode, luxe dans le livre. Il y a une grosse partie sur toutes les marques d'aujourd'hui, Kiss, Aimé Léon d'Or, Stussy, et il y a une partie que moi j'adore. Je pense que c'est ma partie la préférée du bouquin, c'est la partie Japon, tout simplement, avec toutes les marques japonaises qui, pour moi, inspirent beaucoup la mode en général, de toute façon. Ils sont au carrefour qui est omniprésent aujourd'hui entre le streetwear qui monte en grade parce que les gens qui portaient du streetwear sont aussi un peu plus vieux aujourd'hui, et la mode de designer qui s'acoquine avec la rue, qui va aller chercher, puiser, comme elle a toujours fait, des idées dans les gens des classes moyennes, des classes populaires, et le fourmillement d'idées qu'il y a chez les gamins qui n'ont pas un sou et qui vont associer tel truc avec tel autre truc, et un gars comme Dapper Dan qui va se réapproprier des marques de luxe dans les années 80 pour en faire un truc street. Ben aujourd'hui, Louis Vuitton se repenche sur ces choses-là pour retrouver de l'inspiration, voilà, et retourne à cette source-là. Je pense que le Japon est un bon catalyseur pour tout ça, et je pense que aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans la mode, c'est super intéressant parce qu'il y a un dialogue. Ça a complètement changé, c'est-à-dire qu'avant les marques assumaient pas trop, les marques de luxe assumaient pas trop que des rappeurs, que des dealers dans la rue soient habillés avec leurs survêtements, voilà. Maintenant c'est plus l'inverse, quoi. Bon, j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça, on assume les choses, ça fait des beaux vêtements, ça fait des beaux trucs. Il y a aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire que faut pas se dire aujourd'hui que être bien habillé, faut forcément être habillé en Louis Vuitton ou en Balenciaga. C'est pour ça qu'il y a une partie fripe aussi. Voilà, c'est pour ça que... T'es pas obligé d'avoir des sous pour être stylé, en voilà. Faut pas oublier que l'essence même du streetwear... c'est le style et pas la voilà. marque. D'ailleurs, on n'utilise pas trop le mot streetwear dans le bouquin, on utilise le mot mode urbaine, parce que en France c'est très péjoratif, streetwear. Il y a aussi une interview de Edson Sabajo, voilà, de Pata, Anthony Alvarez de Blue Marble, Cyril Oggi pour la partie... spécialiste de la fripe des années 90. Kishkash qui est en interview, qui nous a parlé un peu du côté de Londres. Une grande figure londonienne de la mode urbaine. Un grand personnage et un copain à nous trois. Et c'est marrant parce qu'on le connaît nous trois, mais on s'est jamais vus tous ensemble. Il y a aussi mon pote Chris qui est en interview dans le bouquin sur la partie Clarks, qui fait tout le lien avec la Jamaïque et tout ça. Il y a vraiment plein de choses intéressantes dans le livre. Et c'est pas parce que c'est le livre que je dis ça, c'est parce que c'est vrai. Lisez-le, vous verrez. On s'est pas arrêté là aussi, il y a des portraits street style, on a fait plein de shootings, on a fait venir des gens avec des styles différents de tout Paname. Même en dehors de Paris, il y a des gens qui sont venus d'Angleterre, etc. Toutes les marques françaises des années 90. Voilà, il y a toute cette thématique-là aussi sur les marques françaises, Triade. On a interview de Greg, qui a aujourd'hui l'agence Black Rainbow, qui à l'époque avait la marque Triade. On a interview de Saher, qui a la marque Vrang. Voilà, il y a toutes ces marques-là, vraiment, toute cette époque, et justement, il y avait des marques, par exemple, Bill Rod, qui est aussi cité dans le bouquin, qui venait des mecs qui venaient de Toulouse. Et là, c'est vraiment pour la culture. J'insiste quand même sur un point, et comme pour le premier livre, j'ai pas voulu faire un livre qui soit chiant à lire, parce que c'est chiant de s'emmerder. Je l'ai relu un peu hier, tu vois, pour me replonger un peu dedans et tout ça. J'ai apprécié parce que tu te laisses emporter par le truc, et puis il y a beaucoup de nostalgie pour les plus anciens, et pour les plus jeunes, il va y avoir toutes ces marques nouvelles. Ouais, et puis c'est aussi une manière pour les plus jeunes de se rendre compte de pourquoi ils portent certaines marques aujourd'hui, parce qu'ils pensent que c'est quelque chose qui a toujours été, mais en fin de compte ils vont se rendre compte que la marque qu'ils portent, c'est pas une marque streetwear, c'est une marque workwear, ou c'est une marque de sport, ou voilà. Comme par exemple Scott NYC, voilà. Carhartt.
qui ont le brevet du Perfecto ou des choses comme ça, Carhartt, le Workwear, Dickies, enfin voilà, il y a tout dans le bouquin, il y a vraiment tout. Il n'y a pas toutes les marques de la Terre, attention, on va dire que c'est nos marques qui nous parlent à nous, et c'est l'histoire de la mode urbaine vue par des Français. Voilà, je tiens à insister sur ce point, parce que je pense que si des Américains avaient écrit ça, ou des Japonais avaient écrit ça, ils auraient cité d'autres marques que eux ils connaissent, que nous on ne connaisse pas. J'ai parti sur le merch, effectivement, parce que Tex, t'as bossé pour Loud Record. Loud Record, Def Jam, Raucus. Voilà. Quand même juste les labels du Wu-Tang ou des gens comme Mobb Deep, quoi, tu vois. Donc, parce que dans le streetwear, il y a aussi porter les t-shirts de tes artistes préférés, porter les t-shirts de tes labels préférés, ça fait partie du truc. Exactement. Aussi. Les marques, justement, jouent sur ça, parce que maintenant, les marques s'approprient aussi le merch, c'est-à-dire quand tu vas... Bah, bon, même si c'est toujours du merch, mais un Travis Scott qui fait son merch, c'est des milliers de trucs. La différence, c'est que le merch dont on parle au départ, c'était un merch qui n'était pas vendu. Oui, c'était dans les concerts. Non, même pas. Les blousons qu'il y a là, c'était... Pour les équipes du label, t'étais artiste, bon, il n'y avait pas des influenceurs, mais c'était un équivalent d'influenceur aujourd'hui. Là, on te le donnait. Donc c'est soit tu l'avais, soit tu pouvais juste pas l'avoir. Ouais. Non, c'est ça que je dis, c'est devenu un business. Maintenant, c'est devenu un business. Comme je parle aussi de la marque Cactus Plantea Market, qui est une marque que moi j'adore, c'est super beau ce qu'elle fait. Et elle fait beaucoup de merch aussi avec pas mal d'artistes et tout ça. C'est toute une culture derrière. À l'époque, elle était un peu faite malgré elle. Aujourd'hui, maintenant, les gens ont pris conscience que ça marchait et le repackage pour le remarketer, pour le revendre. C'était juste pour promouvoir un album en fait. Street Style, c'est très important de dire que c'est un livre multigénérationnel. On a voulu vraiment remonter tout le fil conducteur, c'est vraiment jusqu'à aujourd'hui. On parle même encore de choses qui ne sont pas encore sorties dans le bouquin. Et j'ai voulu finir aussi sur la partie écolo, tout simplement, avec le recyclage. J'ai fini ce livre sur une interview de Gaël Constantini qui récupère par exemple récemment les rideaux du château de Versailles pour faire des robes. Mais elle va pas que là, elle va aussi travailler avec des gens dans les ateliers, dans le social. Enfin voilà, c'est très intéressant aussi la partie écolo à la fin, et on parle de vrais trucs, on parle pas de... Voilà, tu vois, elle propose vraiment des vraies idées. Pas de greenwashing, ok. Voilà. J'espère que ce livre va vous plaire, il est déjà disponible en pré-vente partout, hein. C'est distribué par Larousse. Un gros merci aux équipes de Larousse, parce que c'est pas que nous trois. Un merci aussi à vous deux, parce que ils se sont énormément appliqués dans le bouquin, ils n'étaient pas obligés de faire tout ce qu'ils ont fait. Mais on était contents de le faire. Je les remercie vraiment. Et nous on te remercie. Ouais. Franchement, je suis vraiment très heureux de vous avoir dans le bouquin, et merci de votre implication. Je suis trop content d'y avoir participé, et je suis trop content d'être dans une vidéo de Tonton Gibbs que je regarde chaque semaine. En gros, pour résumer, c'est un bouquin qui parle de sap, et peut-être que ça peut vous inspirer pour en copier quelques-unes. Street Style, quoi. Le deuxième bébé, il est plus gros que le premier fait 280 pages. Là, on est sur 360 pages. Bon, il n'y a pas juste ça, on ne s'est pas arrêté aussi à parler de l'histoire de la marque. Vous avez des fiches aussi, bien sûr, sur toutes les marques, avec des petites anecdotes sympas. Ce que j'ai aimé écrire dans le bouquin, je me suis rendu compte en écrivant le livre, c'est que tout le monde, c'est un cercle, tout le monde se connaît. Même pour la partie Japon, c'est intéressant parce qu'ils sont tous été dans la même école à Tokyo. C'est le cousin d'un tel qui a la boutique à Harajuku, à l'autre coin de la rue, parce qu'il a bossé avec. Enfin voilà, ils se connaissent tous. Et c'est pareil, et connexion Japon, États-Unis, Europe, États-Unis. Enfin voilà, c'est vachement intéressant à lire. Et quand on lit les fiches des marques qui sont dans le bouquin, on se rend compte vraiment que c'est un petit monde. Il y a vraiment beaucoup d'anecdotes assez cool à lire dans le livre même sur, je sais pas, n'importe quoi, Marc Eco qui a fait des trucs de malade, le mec qui a un empire dans le skateboard, là. Pierre-André Zenizerg, voilà, qui est un Français qui a monté un empire du skateboard dans les années 90, avec plusieurs marques que vous retrouvez dans le bouquin. Tous les skateurs vont savoir de quoi je parle. Disponible partout. Un petit like sur la vidéo, boostez la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du livre dans les commentaires. Il y a un truc qui est cool que vous faites souvent, mais voilà, si vous pouvez continuer à le faire, c'est quand vous achetez le bouquin, laissez un commentaire sur votre vrai ressenti dans les sites de la Fnac, Amazon et tout ça. Et c'est disponible partout, c'est-à-dire aussi chez les petits libraires, dans toutes les librairies de France. On va mettre des liens pour qu'on puisse l'acheter, le bouquin. Y a des liens. Et tous les liens sont sûrs. Oui, tous les liens sont sûrs, sinon... Je ne vous les mettrai pas. Et ouais, le bébé est là, et on est très contents. Big up à tous ceux qui ont participé, Ouais, et big up à Charles. Charles, le photographe. Charles. Ah oui.
Charles Michalet, Charles Michalet. Merci. embauchez-le. Embauchez le Instagram de Charles dans la description, Instagram de Teki, Instagram de Tex, les liens du livre et tout ça, tout est dans la description bien entendu. Et j'espère, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, que ça va vous plaire tout simplement. Parce que c'est un vrai taf, c'est pas un livre qui a été fait en 2 heures, voilà, c'est un vrai travail. Et encore merci aux équipes de Larousse qui travaillent aussi très dur. Je sais qu'on leur rend pas forcément la vie facile. Bonne soirée, bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Un petit like, un commentaire, envoyez la force, abonnez-vous, allez suivre les copains sur Instagram et...